vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. La conférence mondiale sur le climat, la COP28, s'ouvre cette semaine aux Émirats arabes unis, un petit État du Golfe Persique. Pendant 2 semaines, les médias parleront des changements climatiques à l'échelle de la planète. Autour du pôle Sud, la banquise arctique a maintenant clairement commencé à diminuer. C'est récent et cela occasionne plein de conséquences pour les animaux de cette région. Dans le nord aussi, les animaux sont affectés par le recul de la glace et la fonte du pergélisol. Le sol arctique, autrefois gelé en permanence. Les ours blancs ont perdu de nombreux territoires de chasse et sont actuellement classés comme espèces préoccupantes en vertu de la loi sur les espèces au péril au Canada. Ces changements affectent aussi les orques ou épaulards, une espèce clé de la santé des océans. Ces mammifères marins maintiennent un équilibre au sein des écosystèmes par le contrôle des populations de poissons. Ils sont de plus en plus victimes du climat et de notre pollution. Quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les animaux ? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous nous intéressons aux conséquences écologiques des changements climatiques. La COP28, la grande conférence sur le climat, ouvre ses portes jeudi. Les attentes sont grandes pour les populations vulnérables, mais aussi pour les écosystèmes. Donc, pour en parler, je suis en compagnie d'Anaïs Rémilly, chercheuse post-doctorante au département des ressources naturelles de l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Anne-Céline Guyon, analyse climat-énergie à Nature Québec. Bonjour. Bonjour. Et de Dominique Berthaud, professeur-chercheur en biodiversité nordique à l'Université du Québec à Rimouski, titulaire de la chaire de recherche en Canada en biodiversité nordique. Il appartient aussi au Centre d'études nordiques, au Centre de la science de la biodiversité du Québec, du groupe de recherche sur les environnements nordiques, Boreas. C'est bien tout ça? Bonjour. Oui, bonjour. Donc, la banquise arctique recule. Elle a atteint récemment 4,23 millions de kilomètres carrés, ce qui est le 6e relevé le plus bas depuis 45 ans. La 28e réunion annuelle des Nations Unies sur le climat se tiendra donc du 30 novembre au 12 décembre prochain. 15 jours pour se parler de solutions, d'adaptation, de préservation de l'une des régions les plus touchées par le climat. Les pôles aussi, particulièrement l'Arctique, connaissent de grands embardements au sein des milieux naturels. Donc, migration, déclin, disparition, comment le réchauffement du climat affecte-t-il les écosystèmes nordiques, plus particulièrement peut-être les animaux, professeur Berthaud? Il les affecte de nombreuses façons. On a vraiment toute une chaîne de réactions, si on veut, entre nos effets sur la composition de l'atmosphère qui affectent le climat, qui affectent les habitats de toutes les espèces. Et puis les espèces réagissent de toutes sortes de façons, mais on commence à voir des règles un petit peu qui s'installent, des changements dans la répartition des espèces, dans le moment de l'année où elles font leur reproduction, leur migration, et puis dans certains cas des effets assez dramatiques. Par contre, dans la nature, il y a beaucoup de diversité, d'hétérogénéité, de complexité, de richesse de la vie. Donc, ça crée toutes sortes d'exemples, de cas particuliers, mais on a quand même des grandes tendances qui s'affirment année après année, dont on est de plus en plus certain, qui sont de plus en plus évidentes. Et puis, ce sont rarement des très bonnes nouvelles pour beaucoup d'espèces. Oui, donnez-nous quelques exemples peut-être justement de déclin ou de migration, de changement. Bien, vous avez parlé en introduction du déclin de la banquise dans l'Arctique, donc autour du pôle Nord. Et dans l'Antarctique, on n'avait pas un déclin marqué de cette façon-là. On avait plutôt une tendance à la stabilité, mais depuis l'an passé et surtout cette année, on a un déclin aussi important de la banquise autour de l'Antarctique, donc autour du pôle Sud. C'est comme si on avait eu une cassure, un effet de seuil. Et puis les manchots, il y a beaucoup de manchots qui se reproduisent soit sur le continent ou sur la banquise antarctique. Et puis eux, ils sont en train de prendre un très mauvais coup. Il y a des reproductions complètement annulées pour certaines populations. Donc ça, c'est un exemple assez nouveau, les manchots empereurs qui sont en train de souffrir du changement climatique plus que ce que l'on observait dans le passé. Oui, Madame Rémilly, je vous vois hocher la tête. Vous, c'est les orques ou les épaulards qui se déplacent vers le nord qui vous intéressent. Ça engendre plusieurs problèmes. Quels sont-ils?
Alors, au niveau de la fonte des glaces, ça va affecter la distribution des orques ou épaulards, notamment dans l'Arctique. Donc, on sait que donc l'orque ou épaulard, pour ceux qui ne sont pas trop sûrs, c'est la grosse baleine noire et blanche. Oui, on la reconnaît très bien, voilà, dans Sauver Willy, etc. Et c'est le top prédateur de tous nos océans. Et traditionnellement, voilà, ils ont une grosse nageoire dorsale, puis ça les empêche de naviguer à travers la glace arctique qui est très dense. Le problème, c'est qu'avec la fonte des glaces, ça ouvre tout un terrain de jeu pour ces orques qui s'aventurent de plus en plus au nord dans l'Arctique et qui vont découvrir donc ce nouveau terrain de jeu avec plein de nouvelles proies potentielles. Et ça peut créer des décalages et des changements d'équilibre au niveau des écosystèmes, parce qu'ils vont commencer à chasser par exemple le narval ou le beluga qui est dans l'Arctique. Qu'ils ne mangeaient pas avant ? Qu'ils ne mangeaient pas nécessairement avant, ou du moins parce qu'ils avaient moins accès à justement ce terrain de jeu avec ces nouvelles proies. Et vous avez fait une étude justement sur les épaulards. Vous êtes intéressé à l'alimentation qui change, et vous êtes intéressé aussi peut-être à surtout à la contamination. Bien sûr, oui, parce qu'en effet, le changement climatique, c'est quelque chose qui affecte toutes les baleines en général, mais c'est pas la seule menace pour les baleines. On a aussi la pollution et surtout l'effet en fait de nos vieux polluants qu'on a bannis il y a quelques années, mais qui sont en fait très stables et qui restent dans l'environnement, qui ne vont pas se dégrader. Et donc nous, on a essayé d'établir un lien entre ces changements d'alimentation, notamment pour les orques de l'ouest de l'Atlantique, du Nord Atlantique, donc c'est-à-dire celles qui sont au large de nos côtes est, au Canada. Oui, qui sont moins étudiées, finalement. Qui sont moins étudiées que leurs confrères au Pacifique. Et donc, on s'est intéressé au lien entre ce régime alimentaire et les contaminants. Et on a découvert, en fait, que les orques de l'Arctique canadien et celles qu'on trouve dans le golfe du Saint-Laurent sont très, très contaminées par ces vieux contaminants et pesticides qu'en fait, on a bannis, mais qui ne disparaissent pas de l'environnement, c'est ça. Et donc en fait, on a établi le lien entre leur régime et ces contaminants, et on a découvert que les orques, notamment dans l'Arctique canadien, qui se nourrissent de belugas et de narvals, ainsi que de phoques annelés, ont des taux de contaminants absolument phénoménaux, et c'est les plus élevés de l'Atlantique Nord. Oui, parce que les belugas ont déjà des contaminations. Donc, s'ils ont plus accès, finalement, aux belugas, c'est pas forcément simplement une variation d'alimentation qui pourrait leur profiter. C'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les belugas vont être très intéressants d'un point de vue nutritif, mais ils vont aussi porter ces contaminants, parce qu'en fait, ce sont des contaminants qui s'accumulent dans les graisses et qui amplifient le long de la chaîne alimentaire. Donc, c'est-à-dire que si on va manger un beluga qui a déjà mangé un gros poisson, qui a mangé un petit poisson, etc., on aura plus de contaminants dans le beluga que si on mangeait, par exemple, un gros poisson. Oui, donc ils vont être de plus en plus malades. Madame Guyon, on vous rejoint, vous êtes en route pour la COP 28. Tout à fait, exactement, oui. Donc, expliquez-nous pourquoi vous y allez. Écoutez, je pense que cette COP-ci, évidemment, beaucoup de personnes s'interrogent. Pourquoi encore les COP? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Et surtout, pourquoi aller à Dubaï, un des grands pays producteurs d'énergie fossile au monde, d'autant plus aussi sous la présidence d'un PDG d'une entreprise pétrolière et gazière étatique? Donc c'est sûr que ça peut engendrer encore plus de cynisme autour de ces grands rendez-vous internationaux-là. Ceci dit, faut comprendre une chose. Déjà, les COP s'organisent chaque année sur un continent différent. Il y a une rotation géographique pour s'assurer, évidemment, que ça se passe pas toujours au même endroit. Ça garantit aussi que les différents acteurs, une espèce d'équilibre, en fait, si vous voulez, entre les différents acteurs qui accueillent les COP, et donc aussi s'assurer d'une représentation plus équilibrée. Il faut bien le comprendre, parce qu'en gros, si des COP se passaient toujours dans des pays qui ne sont pas producteurs d'énergie fossile, on aurait tendance à toujours se parler entre nous, et on n'avancerait pas forcément plus les débats. Donc ça, je pense que c'est un élément qu'il faut bien comprendre. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que par contre, on aurait pu se passer effectivement d'une présidence par un PDG d'une compagnie pétrolière et gazière. Oui. Il est certain que il y a des enjeux de représentativité dans les COP à l'heure actuelle.
D'ailleurs, le Canada, là-dessus, ne fait pas exception. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de présence de lobbies des pollueurs à l'intérieur même des délégations des pays. Et donc, ils ont un accès direct, si vous voulez, aux négociateurs pour pouvoir influencer après les négociations. Ils ne sont pas directement autour des tables de négociation, mais ils ont accès aux négociateurs. C'est d'ailleurs le cas de la délégation canadienne. Et ça, je pense que c'est un problème auquel il faudra répondre dans le futur. C'est-à-dire que il faudrait se donner des processus pour éviter que ça arrive, interdire effectivement l'accès des lobbies à ce niveau de présence dans les COP. Oui. Et ce qui est embêtant un petit peu, c'est qu'ils sont bien loin du Québec et de notre réalité nordique aussi. Donc, comment être sensibilisé à justement ce qui se produit avec les changements climatiques au nord, c'est pour ça que nous, on y va, notamment qu'on a décidé, Nature Québec, d'aller sur place. Je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les COP, il faut justement, et puis particulièrement cette COP-ci, il faut absolument justement que la société civile soit présente pour contrebalancer ces lobbies-là et puis amener les différentes perspectives des différentes régions du monde. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé d'y aller. J'ai envie de vous dire qu'une COP, c'est justement cette COP-ci qui est aussi en plus une COP où on va travailler sur le premier bilan mondial depuis l'accord de Paris. Donc savoir concrètement où on en est, est-ce que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ont porté fruit ou pas. La réponse, je peux déjà vous la donner, c'est non, malheureusement. Donc, il faut absolument augmenter le niveau d'ambition. Et la société civile présente dans les COP sert à ça. C'est-à-dire qu'on pousse pour que les négociateurs soient le plus ambitieux possible et comprennent les différentes réalités. Et nous, en plus, en tant qu'organisme environnemental d'un pays riche du Nord, on a aussi, j'ai envie de vous dire, un devoir d'aider à porter, à faire écho aux préoccupations notamment des pays du Sud qui ont des soucis de représentativité aussi dans ces grands événements-là, qui ont des délégations en général beaucoup plus petites que celles des pays du Nord. Donc nous, notre rôle, c'est aussi d'aider à porter ces voix-là et de faire en sorte qu'elles aient beaucoup plus d'influence auprès des autres des grandes délégations. Oui, donc c'est vraiment un rôle extrêmement important. Puis on voit que ça porte fruit. Je rappellerai quand même, par exemple, que lors de la dernière COP en Égypte l'année dernière, c'est grâce à l'alliance entre les pays en voie de développement et justement cette société civile-là qu'on a enfin eu l'obtention de la création d'un fonds sur les pertes et préjudices. Ça faisait 30 ans que ça se négociait, mais à cette COP-là, il y a eu vraiment une alliance extrêmement forte et des gens qui ont dit on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas l'assurance de la création d'un fonds cette fois-ci, et ça a porté ses fruits. Donc c'est vraiment essentiel de bien comprendre ça. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Berthaud, on va retourner là où on est, Anaïs, Rémilie, et vous et moi au Québec. Donc on pense souvent, quand on pense au climat et aux animaux nordiques, on pense souvent aux ours blancs. On pense aussi aux caribous, dont certaines populations déclinent, comme le caribou forestier. C'est partiellement la faute au climat, mais c'est surtout lié aux activités humaines, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En fait, on parlait jusqu'à assez récemment du quartet endiablé, c'est-à-dire des 4 grandes causes de déclin de la biodiversité, qui sont la destruction des habitats, les espèces invasives que l'on transporte sur la planète, la surexploitation des espèces, et puis la pollution. Ça, c'est le quartet endiablé. Et maintenant s'ajoute le changement climatique qui forme un quintet endiablé maintenant. Donc, le changement du climat vient s'ajouter à toutes sortes d'autres perturbations qui affectent la biodiversité, mais souvent il vient multiplier les effets des autres causes de déclin de la biodiversité. Par exemple, on a vu avec Madame Rémilie un très bon exemple avec la pollution. Le changement du climat vient changer la répartition d'une espèce à cause de la diminution des glaces, et puis tout à coup les orques se retrouvent face à une pollution qu'ils ne rencontraient pas auparavant. Même chose pour les espèces invasives. Avec le réchauffement du climat,
les espèces invasives s'établissent beaucoup plus facilement dans de nouveaux milieux et donc ça vient accélérer les effets négatifs des espèces invasives. Alors voilà, on est confronté à ce quintet endiablé maintenant et puis c'est de plus en plus difficile de maintenir une biodiversité, de protéger la biodiversité. Oui, on a parlé des ours blancs, c'est souvent ça le symbole qu'on utilise. Mais pour vous, dans cette nature nordique, c'est quoi les symboles liés à la crise climatique dans la nature? Alors tout ce qui est lié, moi j'étudie beaucoup tout ce qui est lié au gel de l'eau. L'eau, lorsqu'elle est à une température de moins de 0 ou moins de -2 degrés pour l'eau salée ou moins 4 degrés parfois, elle change complètement de propriété. Et ça a des effets sur les sols, sur les rivières, les lacs, les mers, les océans. Mais évidemment, quand on augmente la température, ces seuils changent et puis il y a des effets en cascade sur beaucoup d'espèces de plantes, d'animaux. Donc moi, j'étudie beaucoup ces choses-là. Puis depuis quelques années, je travaille vraiment tout au nord, presque au pôle nord, au nord de l'île d'Ellesmer, un endroit qui s'appelle Alert, en collaboration avec les forces armées puis le ministère de la Défense nationale qui me permettent d'aller sur place. Et puis on est en train de documenter de plus en plus de changements. Et parfois on est surpris parce que il y a des changements auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, le fait que la glace diminue fait en sorte, à ces latitudes très très hautes, que les phoques annelés sont plus présents qu'auparavant. Et donc, on voit plus d'ours blancs qu'auparavant. C'est très contre-intuitif, mais ça exprime un peu ce fait que tout est en train de monter vers le nord. Oui. Et on a un changement dans la répartition des espèces, exactement comme pour les orques, comme c'était bien expliqué tout à l'heure. Oui, justement, Madame Rémilly, est-ce que vous les suivez, ces épaulards et ces orques? Est-ce que vous savez si, justement, ils vont pouvoir profiter d'un passage qui se libère dans le Grand Nord pour pouvoir, justement, je ne sais pas, mélanger entre espèces? Est-ce qu'ils vont pouvoir manger plus, manger moins bien, d'après ce qu'on comprend? Alors, c'est des choses qui sont très difficiles à prédire en absence de moyens pour justement les suivre. Donc, quand on a affaire à des espèces comme ça qui sont dans des milieux un petit peu isolés, on n'a pas facilement accès. Par exemple, je pense aux belugas du Saint-Laurent, auxquels on a quand même assez facilement accès parce qu'ils restent au sein du Saint-Laurent, ils sont proches. Là, on est dans un cas différent où vraiment on peut pas les suivre facilement. Donc, en général, on peut appliquer des méthodes comme leur poser un petit tag satellite, un peu comme un AirTag qu'on va mettre dans nos bagages. Là, on va faire la même chose avec les épaulards, puis les suivre dans leurs mouvements. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Malheureusement, on n'a pas encore assez de recherches dédiées à cette population et j'espère justement que notre étude va essayer de motiver de nouvelles recherches sur ces populations qu'on a un peu ignorées jusqu'à présent. Et les financements. Mais on a des espèces de baleines qui disparaissent. Oui, est-ce que ça risque d'avoir des épaulards qui mangent justement d'autres mammifères marins? Bien sûr, tout à fait. C'est pas forcément une très très bonne nouvelle que les épaulards viennent justement envahir l'Arctique, parce que ce que ça va faire, c'est que d'un point de vue écologique, ça va créer des compétitions avec d'autres prédateurs. Par exemple, on parlait des ours blancs qui vont manger les phoques annelés. Il se trouve que les épaulards vont aussi manger des phoques annelés. Oh, pauvres phoques annelés. Pauvres phoques annelés, en effet, mais c'est aussi, ça crée une compétition entre ours polaires et épaulards. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir perturber une population ou une autre, une espèce ou une autre, parce qu'en fait, ça va dépendre de qui est l'espèce qui peut manger le plus de phoques annelés. Mais on va observer la même chose pour les autres espèces de baleines ou de mammifères marins qui vont manger des poissons. Parce qu'en fait, à cause du changement climatique et du réchauffement climatique surtout, les poissons se dirigent de plus en plus vers le nord. Oui. Et donc, en fait, les baleines qui dépendent de ces poissons pour tout ce qui est leur alimentation vont suivre ces poissons vers le nord. Et donc, en fait, on va se retrouver avec une convergence de toutes ces espèces vers le nord. C'est quelque chose qu'on commence déjà à observer, notamment autour du Groenland. Notre laboratoire a fait des recherches là-dessus. Et on se retrouve avec, en fait, ces espèces arctiques présentes qui sont là depuis des décennies et de nouvelles espèces qu'on appelle donc sous-arctiques qui viennent de plus en plus dans les eaux arctiques pour justement suivre leur proie. Et donc là, on se retrouve avec toute cette soupe de différentes espèces qui essaient de manger les mêmes proies. Et ça peut créer des gros problèmes parce qu'en fait, on va avoir des espèces qui vont être plus adaptées pour manger certains types de proies. Et d'autres espèces qui le seront peut-être moins, d'autres espèces qui peuvent moins changer leur alimentation, par exemple les espèces qui sont traditionnellement dans l'Arctique. Et ça peut créer des problèmes justement au niveau de l'extinction de certaines espèces par rapport aux autres. Ça va tout être basé sur la sélection naturelle en fait. Oui, professeur Berthaud, on a intérêt à être en haut de la chaîne alimentaire, si je comprends bien. Comment se portent les différentes populations nordiques? Avez-vous des inquiétudes là déjà?
Alors, les espèces qui sont les plus adaptées au climat les plus froids sont celles qui auront le plus de problèmes, qui ont déjà le plus de problèmes, puisqu'elles sont adaptées à des conditions qui sont en train de disparaître peu à peu. Donc, par contre, les espèces qui sont habituées ou qui sont adaptées à des climats un peu plus tempérés vont dans certains cas bénéficier de ces changements. Et comme je disais auparavant, on voit des grandes règles qui s'appliquent un peu partout, mais plein aussi de cas particuliers, d'exceptions. Et donc, c'est difficile de généraliser. On peut dire d'une façon générale que les espèces nordiques souffrent du changement climatique et elles vont souffrir de plus en plus. On a observé ça dans le passé avec les périodes glaciaires et interglaciaires, donc c'est en train de se répéter, mais avec une acuité encore plus grande parce que les effets des humains sont... comme je le disais avant, sont multiplicatifs. Oui. C'est pas seulement le changement climatique, là, ça vient s'ajouter à toutes sortes d'autres sources de problèmes. Oui, Madame Rebindi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ça me fait tout à fait réfléchir à quelque chose. Par exemple, dans le cas des baleines noires, c'est quelque chose qu'on observe pas que dans le Grand Nord. On voit qu'avec le réchauffement climatique, on a les baleines noires qui suivent leur proie, qui se dirigent de plus en plus vers le nord, et ça les a amenées justement dans le golfe du Saint-Laurent et dans une zone où il y a énormément de trafic. Oui. Et donc, ça a été la cause de la mort de beaucoup de baleines noires. Voilà, c'est ça, grâce aux collisions. Donc, c'est pas quelque chose qu'on observe uniquement dans l'Arctique, mais ça va être quelque chose, voilà, où on va avoir beaucoup de menaces qui vont venir impacter ces animaux. Et donc, le fait qu'on ait toutes ces menaces en plus du changement climatique, ça va vraiment pas être une bonne nouvelle pour tout le monde. Justement, passons peut-être un petit peu en mode solution. Madame Guyot, vous participez au panel biodiversité COP15, climat COP28, solutions aux causes sous-jacentes des crises. Quelles sont vos attentes en matière justement d'écologie, d'écosystème, du côté des solutions? Oui, écoutez, je pense que ce qu'il faut comprendre, mes collègues l'ont bien expliqué, c'est le lien entre changement climatique et crise de la biodiversité, à quel point l'un vient augmenter l'autre, mais je pense aussi que le lien peut se faire dans les solutions, effectivement. Puis c'est vraiment important de comprendre que les écosystèmes naturels ont un rôle à jouer dans la lutte au changement climatique, mais aussi dans l'adaptation, évidemment, puisque malheureusement, faute d'action assez ambitieuse, on est rendu aussi à travailler sur le volet adaptation. Les écosystèmes naturels rendent beaucoup de services à l'humain, c'est ce qu'on appelle les fameux services écosystémiques ou les contributions de la nature aux sociétés humaines. Et dans ces services-là, il y a notamment la fonction de puits de carbone naturel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les écosystèmes naturels absorbent et stockent du carbone dans leur biomasse. Et évidemment, la protection de ces puits de carbone naturels-là fait en sorte que leur fonction de puits de carbone va continuer à pouvoir avoir lieu, versus au contraire, leur destruction va aggraver la crise climatique, puisque va relarguer davantage de CO2 dans l'atmosphère, donc venir, si vous voulez, amplifier le problème. Donc c'est là où on voit que la protection et la restauration aussi des écosystèmes peuvent vraiment nous aider dans cette fameuse lutte au changement climatique et à lutter contre un espèce de cercle vicieux, si vous voulez, qui viendrait aggraver cette crise-là. Donc oui, mieux protéger les écosystèmes et évidemment protéger des écosystèmes c'est en sorte aussi de protéger la biodiversité. Donc tu sais, c'est du gagnant-gagnant, du win-win, j'ai envie de dire, ou de mettre en place ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature, donc la protection, la restauration, mais aussi l'amélioration de certaines pratiques humaines comme l'industrie forestière et l'agriculture, va vraiment faire en sorte de venir répondre aux deux crises environnementales en même temps. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et même, je veux dire, c'est un avantage, un plus par rapport à des solutions qui, elles, seraient purement technologiques et qui viendraient, si mal développées ou développées à outrance, aggraver la perte de la biodiversité sous prétexte de résoudre la crise climatique. D'ailleurs, pour revenir un peu à la COP28 qui débute dans les prochains jours, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que on va être dans une COP qui, on sait, va beaucoup mettre l'accent sur les nouvelles technologies, par exemple la capture et le stockage du carbone, le développement des énergies renouvelables. Ce qu'il faut faire, évidemment, au niveau des énergies renouvelables, oui, il faut les développer, mais j'ai envie de dire, attention, si on ne fait pas non plus un travail de réduction notre consommation énergétique à la base, on va se retrouver dans
encore une fois, dans un cercle vicieux où on va développer à outrance des énergies renouvelables. Donc, ça veut dire aller chercher dans le sol tous les matériaux stratégiques nécessaires pour les fabriquer. Et ça, c'est pas conséquence sur nos écosystèmes. On va accentuer la dégradation de ces derniers. On va accentuer le relargage de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi, évidemment, l'impact sur les animaux, l'impact sur la végétation, etc. Donc, vous voyez bien que c'est pour ça que, d'ailleurs, l'événement que vous mentionniez dans votre question, c'est un événement qui vise justement à se poser la question de OK, il faut s'adresser aux causes sous-jacentes aux crises environnementales. Donc, arrêter de les travailler en silo, déjà, 1. Et 2, quand on parle de causes sous-jacentes, c'est le dernier rapport du GIEC nous le disait, il faut absolument qu'on arrête de penser que la manière dont on a développé les sociétés humaines dans les dernières années, c'est avec les mêmes solutions qu'on va réussir à résoudre ces crises-là. Il faut remettre en cause notre système économique, un système qui est basé sur la surproduction et la surconsommation. Et tant qu'on n'adressera pas cette véritable cause-là, on n'arrivera pas à s'en sortir. Mes collègues parlaient de pollution. Cette pollution, elle est créée par les activités humaines. Oui, donc, justement, je vais peut-être passer un peu le micro pour terminer à vos collègues. Donc, le professeur Berthaud, très rapidement, comment on préserve donc la biodiversité nordique en mode solution? Alors, si j'avais une réponse formidable, j'aurais un prix Nobel l'année prochaine, parce que ça fait depuis les années 50, même 40, que des personnes ont identifié ces problèmes, puis on a raffiné notre compréhension, notre documentation, mais le problème reste entier, puis les personnes n'ont vraiment de solution parce qu'on ne s'attaque pas, comme le disait Mme Guillon, aux causes sous-jacentes, croissance de la population humaine, croissance de la consommation moyenne de chaque individu, de chaque humain, et tout découle de là. Alors, il faut aller à ces causes premières, et puis c'est extrêmement difficile, mais il faut, comme dit une de mes étudiantes, il faut pas lâcher la patate. Il faut continuer de documenter, comprendre, expliquer, militer. Il n'y a pas d'autre solution que de continuer ce travail. Entendu. C'est là qu'on va se terminer l'émission et se quitter. Merci. On était en compagnie donc de Dominique Berthaud, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique et professeur-chercheur en biodiversité nordique à l'Université du Québec à Rimouski. On était en compagnie d'Anne-Céline Guyon, donc qui est en chemin vers la COP28, qui analyse climat, énergie à Nature Québec, et d'Anaïs Rémilly, chercheur postdoctorante au département des ressources naturelles de l'Université McGill. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la sur vos réseaux favoris. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une bonne et belle semaine à notre antenne. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.